Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Niels Wilke. Tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique, les petits secrets des plus grands et avouons-le, on aime ça. Au sommaire de cette émission, Darmanin sur la sellette, le ministre de la Justice subit revers sur revers cette semaine mais reste toujours en poste à ce stade. Alors comment expliquer cette impunité en quelque sorte? Niels a enquêté et on va en parler avec notre invité Jean-Bernard Gaillot-Ranucci, conseiller politique que nous connaissons bien sur le média. Et on va aussi revenir sur les enjeux judiciaires de la présidentielle à un mois du verdict qui attend Marine Le Pen. Le Rassemblement national se fait étrangement silencieux sur l'affaire Liana. Et il y a plusieurs raisons à cela. C'est parti pour les indiscrets. Bonjour Niels. Bonjour Amira et bonjour à Jean-Bernard Gaillot-Ranucci, effectivement que nous accueillons sur ce plateau une nouvelle fois, hein. On avait déjà eu l'honneur de le recevoir et voilà, il est de retour parmi nous. Bonjour. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Amira, bonjour Niels. Ravi de vous retrouver. Mais le plaisir est partagé. Je le rappelle, vous êtes ancien conseiller politique. Comme Niels, vous allez avoir plein de petits secrets à nous distiller tout au long de cette émission. On va commencer par un sujet, le drame Liana. Bien sûr, avec cette question, Niels, on a l'impression que Darmanin est intouchable. Oui, effectivement, on peut se poser la question parce que, alors, au moment où nous enregistrons cette émission, le village, enfin la ville, effectivement, d'origine de cette jeune collégienne de 11 ans, qui a été retrouvée morte le 4 juin, se prépare effectivement pour les obsèques qui vont avoir lieu à 14h30, donc l'après-midi. Donc on est dans le Gers, hein, effectivement, son territoire d'origine. Et puis, effectivement, cette mort, elle intervient alors qu'il y a eu des plaintes déposées, hein, et des alertes qui ont été ignorées pendant plusieurs mois par la justice et les forces de l'ordre. Alors, c'était une semaine difficile, hein, pour Gérald Darmanin, qui a aussi subi le rejet de son texte sur la justice criminelle en commission à l'Assemblée. On va en reparler. Et pourtant, eh bien, il a toujours effectivement ce soutien indéfectible du sommet de l'État, notamment Sébastien Lecornu, qui lui a apporté à nouveau son soutien. Regardez, c'était jeudi soir. En revanche, je vous le redis autrement, ce qui me permet de redire évidemment la confiance dans l'action que le garde des Sceaux est en train de mener dans les chantiers que je suis en train de vous donner là, hein, concret. C'est bien que le gouvernement justement se tienne loin des affaires politiciennes. Voilà, et ce matin, dans Le Parisien, rebelote, hein, le ministre minimise à sa manière l'affaire Liana pour mieux se vanter. Voilà ce qu'il explique effectivement aux Parisiens. Les crises graves, j'en ai connu plein, j'en ai l'expérience. Notamment lorsque j'étais à l'intérieur, où on a dû me demander une bonne demi-douzaine de fois de démissionner. Il y a eu l'affaire Paty, les émeutes de l'été 2023, celle en Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi connu une pression mondiale pendant les JO de Paris. L'expérience fait que je reste toujours calme et j'espère solide. Voilà, alors on peut dire, et je pense que Jean-Bernard Gaillot-Ranucci va acquiescer que Gérald Darmanin a une certaine audace, hein, puisqu'il cite la longue liste de ses échecs, mais prétend que c'est en réalité une force. Hein. Voilà, c'est une figure rhétorique, c'est assez gonflé, mais ça peut fonctionner. Justement, Jean-Bernard, est-ce que c'est l'une des caractéristiques de Darmanin, selon vous? Alors oui, sans aucun souci, je peux répondre oui, et je pense que tous les observateurs peuvent le faire. Depuis tout temps, il a été un audacieux, d'accord, risquant absolument tout et osant absolument tout. Maintenant, pour reprendre effectivement la formule que développait Niels, il sort renforcé de ses échecs. Ça fait partie aussi des parfaites méthodes de management, à apprendre de ses échecs pour grandir. Et là, il n'y a aucun jeu de mots vaseux concernant le ministre de la Justice sur grandir, mais en l'espèce, il se grandirait toutefois, effectivement, à ne pas en faire trop dans ce moment délicat. Niels, Darmanin, c'est un peu le paratonnerre pour le pouvoir, finalement. Oui, effectivement, hein, on va y revenir avec Jean-Bernard Gaillot-Ranucci, mais les Macron le soutiennent. Et d'ailleurs, il les a jamais critiqués. Hein, c'est ce qu'on a observé en préparant cette émission. C'est la même chose pour Sébastien Lecornu. Ils travaillent un peu en duo. Ils font pas que partir effectivement en vacances ensemble, mais effectivement, Darmanin a un peu ce rôle de prendre les coups pour le sommet de l'exécutif.
Qu'est-ce que vous en pensez, hein, Jean-Bernard? Vous êtes plutôt d'accord, à mon avis, on en avait discuté pour préparer cette émission. Oui, absolument, je suis d'accord, c'est un parfait sparring partner. Il prend les coups parce qu'il a peut-être cette capacité à mieux les encaisser que les autres et à mieux rebondir, pour faire écho avec ma prise de parole précédente. Peut-être cela est dû à son audace, peut-être aussi à sa façon d'être parfois, pour ne pas dire souvent, dans le déni. C'est aussi une forme de défense, d'accord ? Mais au-delà de ça, on y reviendra, je pense, plus avant. Le fait qu'il prenne les coups pour les autres et qu'il serve de paratonnerre est lié aussi à une partie de son histoire politique. Puisque n'oublions pas d'où il vient, hein, il est issu quand même de toute la ligne sarkozyste originelle. Ça, c'est un point important. Donc, il a appris à encaisser les coups, il a appris à en donner, n'en pas douter. Ses liens avec, effectivement, le Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu, sont connus depuis longtemps. Et entre autres, pour avoir été relaté un été lorsqu'il était au large de mes terres natales, la Corse. Et là, on le voit bien, on ne reviendra pas sur cet épisode quelque peu, comment j'allais dire, entourloupé ou entourloupesque, parce qu'on se souvient quand même que c'est une villa dont les propriétaires étaient un peu particuliers au regard du fait qu'à l'époque, Gérard Darmanin était ministre des Comptes publics. D'accord ? Et donc là, ça peut poser quelques soucis. Mais en tout cas, il a toujours été sur cette ligne-là de paratonnerre. Donc la ligne Sarkozy, et qui met à côté de lui, où on regarde un certain nombre, effectivement, de paravents, et on en parlera plus après, entre autres patrons de médias et autres. C'est aussi quasiment l'un des derniers poids lourds, entre guillemets, de l'ancienne LR, dans la majorité et au sein de Renaissance aujourd'hui. À quelques mois près, il aura fait 10 ans, d'accord, de Macron en tant que ministre sur 3 postes différents, qui sont 3 postes importants, où il est monté, entre guillemets, en puissance. Alors, quand je dis monter en puissance, je ne parle pas forcément au regard de ses résultats, mais en tout cas, dans la graduation des ministères qu'il a pu avoir, et pour terminer par 2 ministères régaliens des plus importants. Bon, on l'aura compris, hein, Darmanin protégé par les Macron, mais protégé également par les médias. Ah oui, mais là, c'est impressionnant ce soutien, hein, dont il bénéficie dans les médias mainstream, notamment ceux de Bernard Arnault. Alors, j'ai compté cette semaine dans les Échos, il y a eu pas moins de 3 éditos, hein, en quelques jours, pour défendre quand même l'action de l'actuel garde des Sceaux. Alors, il y a notamment Cécile Cornuet, éditorialiste, hein, pour les Échos, qui écrit ceci: « Si Gérald Darmanin s'agite comme il s'agite, c'est moins pour sauver sa peau que pour cela. » Double point, surcompenser l'action que n'ont pas eu ses personnels. Hein, voilà. Donc on nous présente effectivement Gérald Darmanin un peu comme un surhomme. Même stratégie médiatique dans Le Point, propriété de François Pinault, où l'on ne prend pas de gants, hein, pour venir tenter de sauver le soldat Darmanin. Hein. Alors voilà ce qu'écrit Sophie Coignard, voilà, donc, qui est éditorialiste. Hein. Gérald Darmanin ne doit pas être remplacé. Peut-être aurait-il dû, au titre symbolique, remettre sa démission au président de la République, mais à condition que celui-ci la refuse, car c'est au ministre en exercice d'assumer ses responsabilités. Ce serait en effet trop facile de quitter le navire qu'on a regardé lentement couler. Voilà, donc en fait, si Darmanin reste au gouvernement, c'est un acte de courage. Hein, voilà, Mira et Jean-Bernard Gaillot-Ranucci, je vous laisse méditer sur ces paroles. Bref, les chiens de garde font bloc, tout comme l'exécutif, hein, alors que quand même, la France Insoumise, le Parti Socialiste, le RN aussi, Jordan Bardella, on y reviendra plus tard, hein, ont appelé le ministre de la Justice à démissionner, ou en tout cas ont estimé qu'il aurait dû quitter le gouvernement, et la réaction de l'exécutif, c'est un peu vu et on s'en tape, hein, voilà, bon. Ah, fuck you, hein. On l'a dit, Darmanin soutenu par les Macron, soutenu par les médias, mais est-ce que Darmanin est aimé au sein du gouvernement? Nils, j'imagine que tu as enquêté là-dessus. Que t'ont dit tes contacts? Alors il y a une différence entre être aimé ou apprécié et être soutenu. En tout cas, pour le moment, tout le monde fait un peu le dos rond sur l'affaire Liana, et Darmanin ne bénéficie pas d'un rejet au sein du gouvernement, c'est plutôt le contraire. Alors j'ai interrogé un ministre en exercice, hein, sur le maintien de son collègue à la justice, une ancienne ministre aussi, voilà, qui l'a côtoyé au gouvernement, qui le connaît bien. Ils m'ont tous sorti leur joker, hein, pas de commentaires, et c'est vraiment à la mesure de cette mansuétude dont il bénéficie en haut lieu, malgré ses échecs. La seule autre personnalité qui a imposé un tel silence quand elle était au gouvernement, c'était Rachida Dati, et on en avait parlé dans cette émission, et je l'avais écrit aussi dans mes articles, c'est parce qu'elle faisait peur à tous ses collègues.
Bon, en tout cas, Gérald Darmanin, il se sent quand même un petit peu seul au monde, hein. Mardi soir, il a reçu des parlementaires du bloc central et de la droite à la chancellerie. Et bon, ses oreilles ont un petit peu sifflé, évidemment, parce que les parlementaires lui ont remonté des paroles assez alarmantes de leurs administrés. On entend les pires trucs en circonscription sur l'affaire Liana. On nous sert des histoires complotistes sur la corruption des élites. Certains réclament le retour de la peine de mort et la loi du talion. C'est le grand délire, ça devient irrationnel. Voilà, alors effectivement, les magistrats, eux, pointent le caractère systémique de ce genre d'affaires de violence sur mineurs, hélas, en France, faute de moyens. Alors Darmanin voulait entendre le terrain, on l'a vu, il a été servi. Et puis, après la petite réunion d'1 heure au ministère, il s'est précipité sur CNews, propriété de Vincent Bolloré, pour s'expliquer. Et une explication qui a été un petit peu cassée. Écoutez. Merci de votre invitation, mais j'ai un petit peu mal à ma voix, j'en suis désolé, j'espère que ce n'est pas trop désagréable pour vous. C'est une affaire absolument dramatique. Et bien sûr, il y a dans bien d'autres dossiers des difficultés de manque de PJ, d'enquêteurs, de magistrats, de moyens informatiques. Mais ce n'est pas le cas dans l'affaire Liana. Voilà, il s'est un petit peu cassé la voix, Gérald Darmanin, comme dirait Patrick Bruel. Bon, voilà, trêve d'humour noir. Le ministre s'est multiplié dans les médias et au Parlement ces derniers jours pour tenter de défendre l'action gouvernementale. Jean-Bernard, Darmanin a quand même un point important au sein du gouvernement. Comment on peut l'expliquer malgré tous les problèmes qu'il a pu avoir ? Alors, j'ai commencé à vous l'expliquer tout à l'heure. Ça vient effectivement de l'origine de son parcours politique, de son arrivée en 2017 auprès du président Macron, dont il ne s'est jamais éloigné, où il a toujours été en soutien, et même dans les pires moments. Donc ça, ce sont des points à porter. Il n'a jamais été l'ennemi de Brigitte Macron. Encore une fois, vous savez que j'ai tendance à parfois appuyer sur le rôle de Brigitte Macron à l'Élysée, mais voilà, depuis bien d'autres que moi en ont parlé. C'est là, c'est clair, elle a un poids et elle a toujours soutenu effectivement Gérald Darmanin qui, outre le fait qu'il soit effectivement dans la ligne Sarkozy, est aussi un élu du nord de la France. Donc le lien géographique des amitiés de Brigitte, entre guillemets, là aussi est encore une fois marqué. Ça, c'est pour je dirais, l'histoire relationnelle et de soutien. L'autre point, et c'est ce que j'abordais tout à l'heure aussi, c'est, entre guillemets, qu'il est l'une des dernières personnalités des LR à vraiment peser chez Renaissance. Alors, on avait Bruno Le Maire qui est parti, et on connaît le résultat. Là, aujourd'hui, le dernier rempart, pour étant aussi l'un de ceux qui est arrivé le premier en Macronie, c'est Gérald Darmanin. Donc ça crée des soutiens. Et puis, comme le laissait entendre ou sous-entendre Niels dans son propos, effectivement, oui, à l'égal de Rachida Dati, c'est quelqu'un aussi qui est craint. Pas de la même façon, mais qui est craint par l'ensemble des milieux politiques où on connaît et le savoir-faire, effectivement, du ministre de la Justice pour aller chercher, regarder, voilà. Et il a un caractère, parfois aussi, tout comme d'ailleurs Rachida, parfois assez impulsif. Quand bien même ces derniers temps, il tenterait d'être posé et d'apprendre de ses échecs, il n'en reste pas moins qu'il a une personnalité qui peut aller vite, effectivement, à l'emportement. Ou en tout cas, à défaut d'emportement, peut-être être excessif dans ma bouche, mais en tout cas, réagir très très vite. On parlait juste de ces connexions dans le Nord, Jean-Bernard Gaillaud-Renouchy. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler aussi les liens qu'il entretient avec le maire du Havre, l'actuel maire du Havre, Édouard Philippe, rapidement peut-être ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les liens sont ambigus. Ira-t-il dans l'équipe, effectivement, d'Édouard Philippe ? N'ira-t-il pas ? Je me souviens que j'avais dû évoquer le sujet il y a déjà quelques temps. Alors, avec vous, Niels, mais aussi avec notre ami Marc Andevelde, où je disais que tout dépendra de la qualité du cheval au moment, effectivement, de l'entrée sur l'hippodrome. Savoir qu'il ira surtout vers celui qui est le plus capable de porter une victoire. Oui, malgré ces fiascos retentissants, on en parlait là, mais j'ai retrouvé un article pour Politis que j'avais écrit en 2023, ça nous rajeunit pas, qui s'intitulait « Tout le monde déteste Darmanin ». Et pourtant, il est encore là. Et pourtant, il est encore là. Et effectivement, à l'époque déjà, Darmanin était fortement mis en cause pour le rejet préalable du projet de loi immigration de Macron. Il avait alors présenté à ce moment-là sa démission symbolique au président qu'il avait refusé. Bon, manifestement, pour une jeune fille morte, c'est pas, ça ne vaut pas le coup de présenter sa démission. Bon. Et puis, j'écrivais alors que le rejet
de ce texte trouvait ses racines dans la haine vouée aux locataires de la place Beauvau à l'époque par ses opposants, y compris ses anciens camarades LR qu'il a quittés pour Macron. Et voici ce que me déclarait un conseiller de l'exécutif, on était en 2023. Tout le monde déteste Darmanin. Pour paraphraser le slogan, tout le monde déteste la police. Dans l'imaginaire politique, c'est le traître. C'est une façon de le tuer politiquement, que ce soit pour Matignon ou l'Élysée en 2027. Et Jean-Bernard, concrètement, son bilan à l'intérieur à Darmanin, quel est-il justement ? Alors déjà, très heureux que vous posiez la question de cette forme, parce qu'aujourd'hui, en tant que ministre de la Justice, il est quasiment obligé de faire le SAV. Et Dieu sait si là, le service après-vente est compliqué. Parce que vous me parlez de son bilan à Beauvau. Oui, à l'intérieur. Oui, à Beauvau, j'ai bien entendu cela. Que vous dire ? Beaucoup d'annonces, ultra médiatiques, beaucoup de priorités, et beaucoup trop de priorités, puisque de toute façon, il n'y en a plus aucune de priorité, à force d'y en avoir une tous les jours différente. Donc ça, il n'y en a pas. Il y a aussi, alors, au-delà d'un bilan qui n'est pas forcément très heureux, un bilan, voire catastrophique sur un certain nombre de choses. On se souvient effectivement des émeutes de Nanterre. Alors, je ne lui fais pas porter la responsabilité des émeutes. En revanche, dans la gestion même des émeutes et ce qui en a découlé, effectivement, qu'il est le patron de la police et de la gendarmerie à ce moment-là, et que tous les débordements qu'il y a eu d'un côté comme de l'autre sont absolument insupportables. On peut faire tous les reproches qu'on veut à nos jeunes de banlieue. Il y a une chose qui est impardonnable, c'est que si l'on veut de toute façon une police respectée, encore faut-il que la police soit respectueuse. D'accord ? Et ça marche pour tous et pour toutes, en tout temps. Et c'est une police qui est républicaine, d'accord ? Et qui se doit d'être absolument, effectivement, infaillible. Quand bien même, j'entends que ce soit très compliqué, d'accord ? Mais c'est son rôle et c'est son devoir. D'accord ? Donc là, le bilan de Darmanin, on a vu ce qui s'est passé à Marseille, on a vu ce qui s'est passé à Nanterre, on a vu ce qui s'est passé dans toutes les villes de France. Le résultat est catastrophique. Et d'ailleurs, Jean-Bernard, l'information est tombée ce matin, on vient de l'apprendre. La Cour de cassation a annulé la requalification des faits qui visaient le policier à l'origine de la mort de Naël. D'accord. Oui, elle vient de tomber effectivement. Alors les plus hauts magistrats, c'est la plus haute juridiction française. Elle estime que le policier qui a tiré sur le jeune homme avait conscience, je cite, qu'il existait un risque létal. Donc ça rejette complètement effectivement l'avis du parquet, puisque l'avocat général demandait effectivement à la Cour de cassation de suivre ce qu'avait décidé la Cour d'appel de Versailles. Donc on peut dire que c'est encore une pierre dans le jardin de Darmanin, n'est-ce pas, Jean-Bernard Gaillot-Renucci? On parle effectivement de son passif à la tête de l'intérieur, notamment les luttes contre les violences sexistes et sexuelles ou encore les violences intrafamiliales. Oui, alors effectivement, là il y a deux sujets parfaitement distincts, c'est-à-dire celui qui fait suite à la mort du jeune Naël à Nanterre, ou du fiasco de ce qui s'était passé au Stade de France, où là il a toujours soutenu, entre guillemets, les policiers et les gendarmes, mais principalement les policiers. Ça c'est quelque chose de clair. En revanche, sur la partie VSS et VIV, donc les violences sexuelles et sexistes et les violences intrafamiliales, là, il y a eu beaucoup d'annonces. Alors oui, il y a eu des améliorations, d'accord, mais ces améliorations ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà des années qu'elles commencent à être prises en compte. Et heureusement, même si chez nous, par rapport à d'autres pays européens, c'est plus tardif et très très loin d'être au niveau, mais cela dit, on peut constater qu'il y a quand même quelques efforts de fait. Je ne parlerai même pas de l'augmentation des budgets possibles. Ça, c'est encore un autre sujet et on pourra en parler plus tard s'il nous reste du temps. Mais en tout cas, sur les résultats, là, les résultats sont très, très discutables et discutés d'ailleurs, parce qu'on se rend bien compte qu'on voit le nombre incalculable de classements sans suite. De faire des lois, c'est parfait. Je crois qu'on a un petit peu évoqué le sujet avant l'émission. Vous m'avez rappelé qu'il y avait 70% quand même dans le... Oui. Des violences sexistes et En sexuelles. fonction des sources, parce que si j'écoute aussi quelqu'un que je connais et que j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'époque, Arnaud Gallet, lui est plus près de 80%. Moi, je parle de 70%, mais en tout cas, la fourchette est entre 70... Arnaud Gallet qui est venu plusieurs fois absolument, et que je salue ce matin à l'occasion. Et voilà, donc on est de toute façon, quand bien même ça ne serait pas 80, mais ça serait 70, c'est un taux qui est absolument improbable à entendre et insupportable à entendre pour les victimes. Insupportable. Ce qui nous amène à dire que ce n'est pas simplement de faire des lois qui est important.
d'accord, c'est de mettre à disposition, n'en déplaise au président de la République, les moyens nécessaires et utiles à l'application et au bon fonctionnement de ces lois. D'accord ? Parce que c'est ça le vrai souci. Je peux avoir le meilleur moteur possible. En revanche, si je n'ai ni les mécanos, ni le pilote, d'accord, mon moteur ne sert strictement à rien. Jean-Bernard, vous faites un petit clin d'œil à ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Il avait dit on a les moyens de lutter contre les VSS. C'est ça, qu'on ne vienne et pas les me chercher sur les moyens. Voilà, mais si, on vient vous chercher sur les moyens, Président, parce que effectivement, ça ne suffit pas que d'augmenter, d'accord, un budget. Étant entendu que le budget de le ministère de la Justice, on en connaît la répartition, d'accord, la plus grosse partie de ce qui est consommé et fléché vers le ministère de la Justice va vers l'administration pénitentiaire. Et là, on rejoint les premières déclarations d'un Darmanin qui veut nous faire des centres ultra sécurisés, donc de nouvelles prisons, super aménagées, super gardées, avec la lutte contre le narcotrafic, qui, entendons-nous, est nécessaire et utile. Mais il en a fait sa priorité. Il en a fait une priorité parce que c'est quelque chose qui s'affiche. Les femmes et les enfants. Et là, je parle bien d'enfants, je ne parle même pas de petites filles. Volontairement, le terme, je parle d'enfants parce que les petits garçons sont aussi très largement touchés. Et ça serait heureux qu'on puisse en parler, je dirais, à équivalence, malheureusement. Mais là, en espèce, ce dont on parle, c'est de quelque chose qui se voit quand on parle de narcotrafic, alors que les enfants et les femmes meurent ou souffrent en silence, derrière. Et ça, c'est masqué. Donc, encore une fois, on est dans l'affichage. D'accord ? Et ça, c'est le principal reproche que moi, je peux faire à Gérald Darmanin, qu'il soit ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. D'ailleurs, vous disiez au début de l'émission qu'il avait du mal à faire le service, le SAV de son action à l'intérieur. En fait, il n'a jamais cessé d'être le ministre de la police, le ministre de l'Intérieur. Et on le voit d'ailleurs dans la manière dont il a jeté l'opprobre sur la procureure d'Auch dans l'affaire Liana. Justement, Nils, tu as révélé cette semaine que la procureure d'Auch avait eu une promotion. Oui, dis donc, elle était inscrite sur le tableau d'avancement du ministère de la Justice. C'est tombé sur Légifrance le 4 juin. Hasard de calendrier, c'était le jour de la découverte du corps de Liana. Voilà. Et donc, elle a été promue effectivement au 3e grade, le plus haut de la magistrature. Autrement dit, la magistrate qui est aujourd'hui livrée à la vindicte populaire par l'exécutif, comme la responsable d'un fiasco judiciaire majeur, elle est considérée par l'administration comme un élément exemplaire de l'institution. Alors, gros malaise, comme on l'imagine, du côté du ministère de la Justice et notamment de Gérald Darmanin, que j'ai contacté cette semaine dans le cadre de cet article. Alors, officiellement, le ministre ne veut pas s'exprimer, mais enfin, son entourage m'explique que c'est une promotion décidée en dehors du ministre, c'est-à-dire qu'il s'en lave les mains. Alors, effectivement, c'est le cas, puisque ce sont des hauts magistrats qui statuent sur l'avenir professionnel de leurs collègues et notamment leur avancement. Mais c'est surtout que cette magistrate, elle affichait jusqu'à présent un parcours sans tâche. Voilà ce que dit notamment un magistrat chevronné que j'ai interrogé dans le cadre de cette enquête. Quand vous êtes un tableau électrique et que vous ne voulez pas que tout brûle, vous faites griller le fusible. Et puis en attendant, la procureure d'Auch, elle a été placée sous protection policière face aux menaces de mort proférées à son encontre. Et les magistrats sont effectivement très en colère par rapport à Gérald Darmanin et à l'exécutif. Voilà ce que me dit notamment un magistrat effectivement que j'ai aussi interrogé pour cet article. On ne propose pas des quiches pour une promotion. Cette collègue avait une carrière irréprochable. Voilà, autant de vous dire que la version de Gérald Darmanin qui consiste à se défausser sur les magistrats, elle a du plomb dans l'aile. Et c'est vrai, Nils, on l'a remarqué depuis des jours, Darmanin n'a fait que se défausser sur les magistrats depuis le début de cette affaire. Pourquoi ? Il fallait bien qu'il trouve un bouc émissaire, finalement. Alors, parce qu'il fallait trouver un bouc émissaire. 2, parce qu'en faisant très court, effectivement, il n'est toujours que ministre de l'Intérieur et assez peu ministre de la Justice. Ça, c'est un cas. Et 2, pour quelque chose de bien plus fondamental et d'inscrit dans nos gènes, c'est que ce besoin d'aller chercher, effectivement, un bouc émissaire a toujours été le cas tout le temps. On ne veut jamais remettre en cause un dysfonctionnement sans chercher un bouc émissaire. En plus, Jean-Bernard, je me permets d'intervenir, cette magistrate, c'est une femme en plus. Alors, j'allais y venir, mais vous faites bien de m'interrompre, Nils. Alors, non seulement c'est une femme, mais c'est une femme dans un trou perdu de la France. Je veux dire ça, c'est en Occitanie, donc je connais bien la région, puisque vous savez que je vis à Perpignan, et donc je ne méconnais pas du tout les infrastructures de l'Occitanie. Donc on va chercher et faire porter le poids sur un parquet qui est celui de Auch, en l'occurrence, d'accord, au fond de l'Occitanie, petite ville, et en plus, effectivement, comme vous le disiez, une femme. Rappelons toujours que le droit français a été fondé par les hommes
pour les hommes. Et que Oui, je crois que d'ailleurs le corps de la magistrature, Jean-Bernard et Amira, il a été ouvert aux femmes l'après-guerre. seulement en 1946. C'est ça, à l'après-guerre, absolument. Ouais. Donc c'est Ouais. très récent. Alors oui, bien sûr qu'il y a eu, je dirais, l'arrivée de femmes en masse. On les a vues aussi parfois. Alors maintenant, c'est plus le cas. On voit bien qu'il y a des procureurs, des magistrats, des procureurs généraux, effectivement, qui sont des femmes. On a la procureure de Paris, Laure Bécaud, qui est une remarquable procureure, qui fait son boulot très correctement, qui n'a pas peur de dénoncer les choses, quand bien même cela déplaît au système politique. Et ça, c'est un point quand même qu'il faut mentionner. Mais elles sont malgré tout, somme toute, très peu. D'accord ? Et ça, c'est un point effectivement important. Elle reste minoritaire. Alors, le temps presse, on va passer à notre deuxième sujet, Nice. Et il y a un parti politique que j'ai trouvé, vous allez me dire, messieurs, si c'est le cas pour vous, très silencieux sur l'affaire Liana, Niels. Je parle bien évidemment du RN. Ah oui, hein, vous avez remarqué, silence retentissant, hein, c'est celui du Rassemblement national sur ce scandale dans l'affaire Liana. Marine Le Pen et Jordan Bardella font le minimum sur cette affaire. Il n'y a guère que Jean-Philippe Tanguy, qui est surnommé le Roquet de Marine Le Pen, qui est un peu son lieutenant, qui est monté au créneau dans les médias sur cette affaire. Le reste du parti d'extrême droite est resté très discret. Ce que la gauche comme la droite a repéré cette semaine, j'en ai parlé à des élus qui étaient un peu estomaqués. Bon, j'ai posé la question à l'une de mes sources à droite à l'Assemblée qui a sa petite idée. Voici ce qu'il déclare. C'est une source parlementaire LR. Oui, mais le suspect est blanc. Au RN, ils n'arrêtent pas de prédire des émeutes en banlieue lors de la Coupe du Monde. Ils sont obsédés par les Noirs et les Arabes. Voilà, et en effet, la semaine dernière, sur France Info, c'est Julien Audoul, le député RN, qui s'est collé à l'exercice pour prédire l'apocalypse lors des matchs de cette Coupe du Monde. Et il faut redouter les matchs de l'équipe de France, comme les matchs de l'équipe d'Algérie, par exemple, dont on sait qu'ils sont à haut risque, parce qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé avec la finale de la Ligue des Champions, on peut prédire, malheureusement, que le mois de juin soit un mois à haut risque pour la sécurité des Français. Vous avez compris. Voilà, on peut dire que chacun a ses priorités. Jean-Bernard, comment on interprète cette discrétion du Rassemblement national ? Amira, il ne vous a pas échappé que nous sommes à 3 semaines du procès. Du délibéré. Enfin, de l'annonce du délibéré. D'accord ? Et donc, on saura dans 3 semaines si oui ou non Marine Le Pen est candidate. Donc, sous-entendu, si elle est condamnée ou non à une peine d'inéligibilité. Donc, elle est plutôt discrète. Alors, pas qu'elle d'ailleurs, parce que la totalité du RN se fait discret, sauf à aborder des sujets connexes comme la Coupe du Monde via Julien Audoul. En parlant du RN, Niels, est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Marine Le Pen et Jordan Bardella ? Ah oui, alors il y a le sujet des retraites dont on a parlé la semaine dernière et qui met très mal à l'aise le Rassemblement national, mais il y a aussi effectivement l'affaire Liana et notamment les conséquences politiques et le cas de Gérald Darmanin. Alors mardi, Marine Le Pen jugeait qu'il ne fallait pas faire des appels à la démission en permanence. Regardez, c'était à l'Assemblée. C'est de la com, ce que fait le garde des Sceaux. Est-ce que vous estimez qu'il devrait démissionner ? Non, mais je veux dire, on ne peut pas faire des appels à la démission en permanence. Et il va être remplacé par qui ? Sauf qu'hier, Bardella, lui, a lancé un appel à la démission de Gérald Darmanin depuis son déplacement en Belgique. Peut-être que l'honneur aurait appelé Gérald Darmanin à présenter au président de la République sa démission pour reconnaître la faute de l'administration, ce qui ne veut pas dire de reconnaître sa faute, sa responsabilité personnelle, mais en tout cas celle de l'administration dans cette affaire. Alors c'est compliqué, on l'a dit, entre Marine Le Pen et Bardella en ce moment, mais au RN, en tout cas, pour le moment, on fait l'autruche, et ce matin, c'est Jacobelli qui a fait un petit peu la synthèse des deux avis. Est-ce que nous, en tant que premier parti politique de France, nous demandons officiellement la démission de Gérald Darmanin? La réponse a été apportée par Marine Le Pen. Ça ne servirait pas à grand-chose, parce qu'une fois encore, ce qui est en cause, c'est une politique qui dure depuis des décennies. Elle qui fixe la ligne, pas Jordan Bardella. Voilà, alors circuler, il n'y a rien à voir. On pourrait rire de cette nouvelle preuve de manque de sérieux du Rassemblement national si le sujet n'était pas si grave. Jean-Bernard, Bardella et Marine Le Pen, amis ou ennemis ? Ça fait très longtemps, et ce n'est pas la première fois que j'en parle, que ce sont bien 2 lignes distinctes. D'accord ? Il y a une ligne Marine Le Pen, entre guillemets, Orban-Poutine, et il y a une ligne Jordan Bardella, Mélanie-Trump. D'accord ? Alors, j'exagère volontairement les angles de vision pour aller jusqu'à Trump, mais c'est bien ça. Il y a une ligne qui pourrait être pro-atlantiste et une ligne pro-russe, et ce n'est pas d'aujourd'hui. D'accord ? Encore une fois,
l'actualité permet de faire monter un certain nombre de dissonances entre eux, parce que plus la date va se rapprocher du 7 juillet, plus ces dissonances vont être fortes. D'accord ? Mais là, si en regardant de façon objective, ça fait des mois qu'en creux, c'est cela. Et de toute façon, n'oublions jamais qu'au RN, le ou la chef, c'est d'abord une histoire de famille, c'est une histoire de sang, une histoire de nom. D'accord ? Et on peut dire ce qu'on veut, et Bardella pourra nous faire un mariage princier s'il le souhaite. Il ne sera jamais un Le Pen, et il ne sera jamais véritablement associé à Le Pen, comme aurait pu l'être un Louis Alliot, maire de Perpignan. Louis qui a été effectivement auprès de Jean-Marie Le Pen de nombreuses années, et qui, de surcroît, a été le compagnon de Marine, et qui reste aujourd'hui très très proche d'elle. Voilà. Peut-être d'ailleurs, peut-être serait-il un recours. Peut-être. Allez savoir. Ça veut dire quoi, selon vous, qui pourrait se porter candidat ? Que si vraiment il y avait un désaccord, un désamour, une rupture complète entre les deux lignes et qu'il faille trouver un candidat, peut-être... Et que Marine Le Pen serait inéligible, voilà. Ce serait Louis Alliot, selon vous ? Peut-être. Alors, l'avenir nous le dira. D'ailleurs, pour tout vous dire, moi, j'en ai pas fait un article parce que j'ai pas pu avoir de confirmation, mais il y avait effectivement ses collaborateurs. Il y a quelques mois, j'avais eu effectivement un écho que son équipe de campagne recrutait des développeurs web, des techniciens du web, pour s'occuper effectivement d'un nom de domaine et d'un site internet effectivement pour 2027 pour Louis Alliot. Donc on l'a compris, hein, Jean-Bernard, si Marine Le Pen au 7 juillet est déclarée inéligible, ça se jouera peut-être entre Bardella et Louis Alliot. Et j'ai une autre question sur le candidat, sur un potentiel candidat en 2027. Jean-Bernard, les ambitions de Darmanin, on n'en a pas parlé. Non, vous me voyez sourire parce que je vous renverrai à la caricature qui illustre l'article dans Le Parisien de ce matin où le dessinateur fait dire à Gérald Darmanin je ne vais pas démissionner parce que certains y verraient peut-être l'annonce de ma prochaine candidature. Nils, tu y crois, toi, à Darmanin candidat ou pas ? Moi, j'y crois pas parce que je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est en renfort et on le voit d'ailleurs dans son rôle actuel au gouvernement puisque Jean-Bernard Gaillot-Renucci a assez bien développé effectivement ce rôle de paratonnerre. Donc je ne crois pas qu'il ait une carrure et puis effectivement la personnalité pour candidater à la présidence. Mais c'est vrai que depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron, on n'est jamais à l'abri. Tout est possible. Voilà, tout est possible, exactement. Vous l'aurez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Nils, merci à toi. Merci à vous, merci encore à Jean-Bernard Gaillot-Renucci d'avoir accepté de participer à cette émission et de nous avoir rejoints. Je te dis à vendredi prochain. Jean-Bernard Gaillot-Renucci, encore merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau et on se reverra peut-être le mois prochain pour l'annonce du délibéré de Marine Le Pen. Peut-être, nous verrons cela en dehors des vacances. En tout cas, merci à vous de m'accueillir et de m'accueillir de façon aussi chaleureuse. Merci à vous. Et si vous voulez que cette émission continue, hein, comme toutes les autres émissions du média, il faut nous soutenir. Nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Pour 2027, aidez-nous à continuer à vous informer. Rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. C'est la fin des Indiscrets. Excellente suite des programmes sur le média.